Et ensuite, finalement, l'étape d'après, c'était de dire le responsable formation, il faut qu'il passe justement du métier de responsable formation à un métier de responsable compétences. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence ? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous ? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Gilles Vaillant, directeur organisation et développement chez Pierre Fabre. Pierre Fabre a lancé en 2019 un ambitieux programme de transformation dans lequel le département organisation et développement a largement contribué. Gilles nous partage donc les coulisses de ce plan de transformation organisationnelle, mais également culturelle, reposant sur 3 enjeux. Comment prévoir et anticiper les besoins en compétences de demain via la mise en place d'un stratégique workforce planning ? Comment répondre aux besoins toujours plus personnalisés des collaborateurs avec des modalités pédagogiques toujours plus diverses et plus customisées ? Et comment transformer la fonction formation vers une fonction learning et développement plus proche des enjeux stratégiques et au contact des besoins métiers ? Cet échange est une belle illustration d'une transformation vers une organisation toujours plus apprenante et je pense qu'elle résonnera pour nombre d'entre vous. Bonne écoute. Bonjour Gilles. Bonjour Cyril. Gilles, je suis très heureux de vous recevoir dans le podcast de l'entreprise apprenante. Alors à plusieurs titres parce que on a la chance de se connaître. Il se trouve que Pierre Fabre est un de nos clients et ça on en est ravi. Mais c'est pas parce que vous êtes un client que je vous ai invité. Je vous ai invité surtout parce que chez Pierre Fabre il y a eu de nombreuses transformations, des évolutions. On avait eu la chance de discuter ensemble déjà il y a quelques années et que vous puissiez me partager un petit peu la trajectoire, on va dire learning et développement de Pierre Fabre et voilà et là vous avez mis pas mal d'éléments en place chez Pierre Fabre ces dernières années et je trouvais vraiment très intéressant qu'on puisse un peu partager un moment et que vous puissiez nous expliquer et partager avec les auditeurs un petit peu tout ce que vous avez mis et toute finalement la dynamique que vous avez enclenchée. Avant ça, je vais vous demander de vous présenter et de me donner 3 événements clés de votre parcours. Merci Cyril. J'ai le plaisir de diriger le département organisation et développement du groupe Pierre Fabre, qui est un département qui finalement adresse de manière assez large le sujet de la compétence, à la fois avec une dimension de prospective, avec l'activité de strategic workforce planning, également la coordination de l'organisation du groupe et puis tout le sujet du développement des compétences, à savoir à la fois le talent management, le learning et développement et une équipe dédiée à l'ingénierie et la conception et la production pédagogique. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui et 3 éléments de mon parcours à mettre en avant. Le premier, je dirais que je travaille sur ce sujet de la compétence depuis longtemps maintenant. J'ai eu la chance de beaucoup travailler dans le domaine du learning et d'occuper, je crois, à peu près tous les postes possibles sur ce sujet. Le deuxième, c'est que j'ai piloté le projet de nouvelle organisation du groupe liée à la transformation du groupe qui a démarré il y a 3 ans maintenant. Donc, on a en profité pour refondre toute l'organisation et j'ai eu la chance de diriger l'équipe qui était au cœur de cette transformation de l'organisation. Et puis, le 3e élément que je peux dire, c'est que j'ai le plaisir, depuis quelques mois, d'être engagé dans une démarche de certification au coaching qui vient également compléter mon approche sur le sujet compétent. Ok, intéressant effectivement cette certification coaching. Est-ce que maintenant vous pouvez, alors on ne présente plus Pierre Fabre sur la notoriété, mais Pierre Fabre c'est un certain nombre d'activités, c'est une entreprise qui est répartie aux 4 coins du monde.
depuis la France et notamment depuis notre cher Sud-Ouest. Ouais, nous présenter et nous représenter en quelques lignes Pierre Fabre. Alors Pierre Fabre, c'est un groupe international, effectivement, qui est né, créé par notre fondateur, Monsieur Pierre Fabre, il y a 60 ans maintenant. Cette année, le groupe fête ses 60 ans, qui est né dans le Tarn, à Castres. Monsieur Fabre était pharmacien. Et du coup, aujourd'hui, c'est un groupe qui est devenu international, qui est présent, qui vend ce produit dans plus de 140 pays. On a une quarantaine de filiales, 2,5 milliards de chiffre d'affaires, avec deux grandes branches d'activité. Une première partie d'activité qui est liée aux médicaments, et en particulier, on développe beaucoup l'oncologie et l'innovation en oncologie. Et une deuxième partie de notre activité qui est liée à la dermocosmétique, où le groupe est plus connu à travers ses marques que sont Aven, Chlorane, René Furterer, Ducré, Aderma, ou sur l'oral care avec des marques comme Elgidium, donc qui sont chacune des leaders sur leur terrain de jeu. Et donc le groupe aujourd'hui, c'est 10 000 collaborateurs et des ambitions de croissance évidemment pour les années à venir. Voilà. Et un positionnement, peut-être, je peux finir là-dessus, peut-être un positionnement unique, très moderne finalement, qui est notre ADN, au confluent de la santé et du médical et de la naturalité. Voilà. Donc c'est vraiment un des marqueurs forts du groupe. Ok, effectivement, et vous avez d'ailleurs beaucoup d'initiatives et d'engagements que je suis via les réseaux, via LinkedIn, avec des collaborateurs très engagés sur ces sujets autour de la naturalité et de la RSE notamment. Gilles, donc comme vous l'avez dit, Pierre Fabre a entrepris un large plan de transformation en 2019, et donc vous y aviez été bien sûr partie prenante. La première question, c'est savoir pourquoi et comment avez-vous finalement réinterrogé cette mission de la formation pour tendre vers finalement un modèle d'organisation apprenante. Le why en fait. Le why, il est assez simple. Hein. Il part d'un constat qui est un constat, je pense, que tout le monde fait, que l'on lit partout, qui est celui de l'évolution ultra rapide des compétences et des métiers. Toutes les études le montrent. Je peux en citer une. On sait que la durée de vie moyenne d'une compétence qui était estimée à plus de 10 ans, voire parfois plus de 20 ans il y a encore peu de temps, est désormais considérée à entre 5 ans et 18 mois. Donc on voit que voilà, les compétences se renouvellent très très vite. Donc pour nous, c'était un enjeu capital parce que on sait que cette guerre de la compétence, finalement, c'est ce qui fait gagner les entreprises. Donc, il faut les bonnes compétences au bon endroit et au bon moment. Et la réflexion qu'on a eue, c'était de se dire comment est-ce qu'on va réussir ça. Et en fait, aujourd'hui, tous nos métiers évoluent. C'est-à-dire qu'on peut plus se concentrer et se dire ah, tiens, on va travailler sur tel métier ou tel métier, et développer les compétences dans tel secteur ou tel secteur. Non, on a tous les métiers qui évoluent tous en parallèle, en même temps, de manière très rapide. Et ça nécessite du coup pour nous que les collaborateurs et leurs managers aient saisi ce mouvement et en aient conscience et soient capables eux-mêmes de développer une forme de proactivité, d'appétit pour avoir cette volonté permanente de développer leurs compétences et comme ça voilà d'avoir toujours d'être toujours dans le train en fait finalement, de pas avoir un train de retard. Et nous du coup ça nous a amené à revoir notre stratégie, à se dire on va se focaliser sur quelques actions prioritaires et à côté de ça, on va vraiment développer ce mindset d'entreprise apprenante pour que l'ensemble de nos collaborateurs, de nos managers soient vraiment embarqués là-dedans. Voilà. Et ce souci-là au quotidien. Ok, très très intéressant. C'est important effectivement de revenir un peu aux sources et de capter effectivement. Et on parle de ce sujet de compétences et j'ai bien aimé le nom de la guerre de compétences parce qu'on le voit en interne, mais on le voit d'autant plus en externe parce qu'aujourd'hui recruter et devenir peut-être la mission la plus difficile de l'entreprise, de n'importe quelle entreprise. Donc la compétence est devenue une ressource très très rare effectivement.
Euh, Maintenant, effectivement, on a parti du pourquoi, comment vous êtes pris en fait, hein, je crois qu'on se retrouve en 2019 dans ce projet de transformation. Comment vous êtes parti d'une situation où il y avait une organisation et comment vous avez redéfini finalement cette organisation et voilà et comment quels ont été les mouvements que vous avez dû opérer. Euh, alors, en ce qui concerne l'organisation du groupe, il y a un choix sur l'organisation du groupe en elle-même, hein, qui a été fait, qui était finalement de réorienter notre organisation pour aller vers des départements et des entités qui soient plus imbriquées les unes avec les autres et développer du coup beaucoup plus de collaboration, de synergie entre les différentes entités. Donc ça, c'était un peu le marqueur fort qui s'est traduit par exemple par le fait de regrouper dans une seule BU toutes nos équipes industrielles et toutes nos équipes de supply chain qui jusqu'à présent étaient séparées. Donc voilà, désormais on a une seule BU qui traite toute cette partie des opérations, mais qui du coup est amenée forcément à travailler avec l'ensemble des parties prenantes de manière très transversale. Et ça, c'est un élément qu'on retrouve beaucoup dans notre organisation. On a une nouvelle direction qui s'appelle direction médicale patient-consommateur qui là encore, a pour but justement de garantir la bonne adhérence de nos produits, de nos projets, du projet de l'entreprise avec ses aspirations médicales. Et ça, du coup, c'est pareil, c'est une organisation qui est très transversale et qui du coup interagit avec tout le monde. Et donc ça, c'est un point important parce que ça a amené à changer vraiment les approches et à vouloir créer des synergies et capitaliser sur des synergies nouvelles, on va dire, pour créer une vraie dynamique collective. Le deuxième élément, c'est que ça s'accompagnait ça de la nécessité aussi de changer, et on le sait, hein, on a fait ça, si vous voulez, c'est une transformation structurelle, et à côté de ça, on a besoin d'une transformation culturelle, et donc il y avait ce besoin de changer les ways of working, nos manières d'adresser les sujets. Donc on a, par exemple, là, on a fait des choix de réduire le nombre de managers de manière à gagner de la vitesse dans la prise de décision, d'avoir plus de responsabilisation au niveau des équipes, donc d'être moins vertical et plus horizontal. Voilà, donc il y a des éléments comme ça qui ont caractérisé cette organisation. Et c'est vrai que nous, si je regarde au niveau de l'OMD, on a évidemment travaillé à la mise en œuvre de ce projet avec le reste d'ailleurs de la DRH, mais ça nous a aussi interrogé sur la manière dont nous-mêmes nous devions être organisés de manière à justement bien accompagner cette transformation et bien accompagner les métiers demain. Et c'est ça aussi qui a entraîné une refonte de notre propre organisation avec à la fois des métiers d'expertise comme le SWP ou l'organisation, donc où on a justement eu la volonté de développer une expertise forte au sein du département pour pouvoir être vraiment les référents au niveau du groupe. Et à côté des métiers où on a repensé la manière dont on travaillait. Donc on est passé d'une organisation où on avait des responsables formation à des responsables de learning et développement. C'est pas anodin. Ça veut dire que on a quitté ce domaine du training pour aller vraiment vers cette idée du développement des compétences. Et ça, c'était pour nous un point très important. Du coup, changer un peu la manière dont on agit au quotidien avec nos interlocuteurs, c'est-à-dire ne plus être là pour adresser uniquement le besoin de formation de Madame Untel, mais vraiment pour pouvoir parler avec nos interlocuteurs de logique de développement de compétences à moyen terme pour pouvoir bien épouser les enjeux du groupe et pas uniquement la réponse aux besoins ponctuels. Et également, du coup, cette idée de créer une entité dédiée à la conception et à la production pédagogique, de manière à ce qu'on ait une expertise forte là-dedans, parce qu'on sait que la digitalisation qui frappe aussi cette activité, elle se traduit par une réalité forte. Donc, il faut de l'expertise technique et en même temps, dégager un peu les responsables learning et développement de cette partie-là, qui fassent peut-être moins de réponses formation, mais plus d'accompagnement compétences. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui nous a guidés
dans notre cheminement. Ok, il y a effectivement beaucoup de choses et on va rentrer un petit peu dans le détail entre. Ça me plaît beaucoup quand on parle voilà de la réponse compétence versus la réponse formation. Je pense qu'on va avoir des choses à se dire là-dessus. Le premier sujet, vous avez parlé de SWP, donc Strategic Workforce Planning. Ça c'est un sujet de stratégie puisque c'est un sujet qui vous projette en fait, hein, qui vous fait prendre finalement aussi des options, hein, qui doit s'appuyer sur la vision de la société, parce que la vision de la société c'est d'aller voilà à 5 à 10 ans vers ces métiers, vers ces marchés et comment on y va en termes d'organisation et aussi de culture. Comment en fait concrètement vous avez mis en place ce stratégique workforce planning, comment ça se passe et vous l'avez pas fait tout seul, je suppose, parce que vous avez dû avoir le soutien de l'ADG et puis surtout des inputs aussi au niveau de la gouvernance. Ouais, alors je vais être très transparent. La première fois que j'en ai parlé avec la DRH du groupe, j'ai fait celui qui savait très bien ce que c'était, mais très honnêtement, je savais pas trop de quoi y retourner. Donc, je suis vite allé me plonger en me disant, bon, quand même, ça a l'air intéressant, mais il faudrait quand même en savoir un peu plus. Donc, du coup, je suis allé creuser. Et, le SWP, comme son nom l'indique, a Strategic Workforce Planning, c'est effectivement une réflexion stratégique. Donc, pour nous, c'est vraiment une réflexion amont. Et c'est intéressant parce que, comme vous le disiez, Cyril, ça aide nos managers, nos équipes à se projeter sur ce que seront leurs métiers et donc leurs besoins en termes de compétences à 3-5 ans. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est une réflexion difficile, hein, nouvelle, et pour les opérationnels et puis même pour nous équipe RH qui les accompagnons, ce sont des échelons ou des échéances plutôt qu'on n'a pas souvent l'habitude de travailler comme ça. Donc comment est-ce qu'on s'y est pris? Ben on s'y est pris un peu humblement. Voilà, on a j'ai quelqu'un dans l'équipe qui a pris cette fonction à temps plein, hein, voilà, donc et qui du coup avait pour mission de repérer finalement des bonnes pratiques en la matière, hein, d'essayer de défricher un peu le sujet. Donc on a commencé à se rapprocher de gens qui avaient déjà mis ça en place, en disant bah tiens comment est-ce que vous avez fait, c'est quoi? Alors on s'est rendu compte que on n'était pas si en retard que ça, que c'était un sujet qui un terme qui revient un peu à la mode comme ça, mais qui est encore pas du tout développé dans bon nombre d'entreprises. Donc on se dit bah finalement on n'arrive pas après la bataille, on est là au bon moment, on est dans le game. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? Ben on a regardé un peu ça, puis on a essayé de trouver un peu notre propre chemin, et on a essayé d'approcher ça de manière très pragmatique, à savoir faire une première étude en s'appuyant sur un cabinet de conseil avec un deal qui était clair. C'était, on fait une première étude du SWP avec vous, mais nous, ce qu'on veut, c'est aussi récupérer votre approche et votre méthode. Donc, vous nous expliquez comment vous faites. On est associé à toutes les étapes. On veut voir toutes les coulisses de manière à ce que demain, on puisse le faire en toute autonomie. Et donc, on est parti comme ça. Et donc, on a fait une première étude sur un petit périmètre. Et derrière, ça nous a permis d'acquérir de la méthodologie. Et puis maintenant, on duplique ça. Donc, on voit qu'on a parfois des études qui sont très ambitieuses, donc qui couvrent des gros périmètres. Et puis, c'est aussi parfois intéressant de le faire sur des choses qui sont plus petites, mais parce qu'il y a un enjeu spécifique, de se dire, tiens, tel métier, comment est-ce qu'il va évoluer à 3-5 ans et par rapport à nos enjeux actuels. Voilà. Donc, on essaye voilà, de l'adresser humblement, en s'ouvrant beaucoup sur ce qui se fait encore à l'extérieur et petit à petit de s'améliorer. C'est aussi ça une organisation apprenante, c'est d'aller puiser à l'extérieur un petit peu la connaissance, hein, donc clairement, non, je comprends bien. Et donc si je comprends bien, d'une part, vous allez prendre par exemple le métier existant aujourd'hui chez Pierre Fabre, sur lequel vous allez projeter à 3 ans les compétences attendues, qui sont substantiellement différentes de celles d'aujourd'hui. Mais je suppose que dans ce strategic workforce planning, vous allez aussi identifier des nouveaux métiers ou en tout cas des nouvelles compétences que vous n'avez pas ou peu aujourd'hui et sur lesquelles vous devez être présent à 3 ans parce que ça correspond à l'attendu de la stratégie. Exactement. En fait, il y a deux grands volets. Il y a un volet
quanti et un volet quali. Le workforce planning, ça démarre toujours justement par une étude de workforce planning, par une vision stratégique, c'est-à-dire voilà, quels sont nos enjeux sur tel métier ou tel périmètre dans les années à venir. Si on se projette, voilà, quels vont être nos enjeux. Et ça, c'est le point le plus important parce que tout part de là. Une fois qu'on a fait ça, du coup, nous, on va regarder la situation actuelle des effectifs, que ce soit en termes d'âge, en termes d'ancienneté, en termes de diversité de profils, etc. Et puis, on va également faire une première analyse de compétences actuelles. Et sur la base de la stratégie et de la vision stratégique, on va définir quels seraient les besoins en termes de compétences demain. Et du coup, ça nous va permettre de voir les gaps que l'on va identifier. Et également, la même chose en termes quantitatifs. Aujourd'hui, sur tel métier, telle activité, on a X personnes. De combien en aura-t-on besoin dans 3 ans ou dans 5 ans pour adapter cette stratégie? Puisqu'on veut développer tel type de marché, tel type d'approche, certainement, là, il en faudra plus. Mais à l'inverse, telle activité, elle va être digitalisée, donc peut-être qu'on aura besoin de moins de personnes, mais plus d'expertise pour faire ces choses sous un format digital. Donc voilà, comment tout ça se traduit concrètement et en nombre de personnes et en termes de profil et donc en termes de compétences que l'on doit avoir. Où on en est aujourd'hui, où on veut être demain, et du coup, la différence, c'est le plan d'action RH en fait. Comment on passe d'une situation à l'autre. Et comme on vise du moyen terme, tout ça, on le réévalue très régulièrement en disant, voilà, tous les 6 ou 12 mois, on se dit, tiens, on avait posé ça, c'est notre plan d'action, RH, voilà ce qu'on a fait, voilà là où on est en avance, là où on est en retard. Et par rapport aux évolutions stratégiques, aux évolutions du marché, est-ce qu'il faut réajuster un petit peu ou pas? Et c'est là qu'on voit toute la dimension stratégique. Et quand je parle de stratégique, c'est une dimension qui doit sûrement être abordée au CODIR ou au COMEX de Pierre Fabre. Ce que je veux dire, c'est que voilà, là, vous êtes partie prenante d'un sujet d'entreprise avec cette dimension qu'apporte le strategic work planning et comment vous le portez. Je veux dire, vous êtes aux prises avec finalement la stratégie de la boîte. Et c'est là et j'en viens en faisant cette transition, j'en viens un peu sur aussi la transformation entre le responsable formation et le responsable learning et développement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on observe également sur le marché. Vous l'avez dit au début, c'est que les services aujourd'hui learning et développement sont en train de prendre des positions stratégiques et c'est une bonne nouvelle pour le métier. Et ils sont en train de taper à la porte des directions en disant écoutez, maintenant on est là, on est capable de venir appuyer la stratégie de l'entreprise, donc écoutez-nous et on va le faire ensemble. C'est un peu ça qui se passe, quoi. Oui, c'est vrai. Et un des enjeux, c'est de trouver ce bon positionnement sur l'ensemble de ces activités, que ce soit le learning et développement, le workforce planning, l'orga, le talent management. Il faut trouver son bon positionnement et toujours veiller à ce bon équilibre entre ce qui relève justement de la vision stratégique, de l'ambition, et puis une concrétisation et rendre ça très tangible. Et le SWP, pour ça, c'est un bon exemple parce que on pourrait rester qu'avec quelque chose qui, comme en plus on est sur un horizon de temps qui est pas celui de l'immédiateté de l'entreprise, on pourrait rester sur du discours un petit peu. Et tout l'enjeu, c'est justement d'en faire un outil qui soit un outil que l'on puisse utiliser dans son quotidien. Et voilà. Et nous, c'est notre challenge en fait. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps, ce grand écart entre on porte une ambition, mais on rend ça très très opérationnel et très tangible et très concret. Ouais, c'est comment en fait on donne au corps, au sens en fait à la mission qu'on s'est fixé au niveau de la boîte. Donc c'est très clair et effectivement c'est très important pour vous, mais pour aussi tous les collaborateurs, il me semble. Donc je voudrais qu'on en vienne effectivement à cette notion de transformation du training vers le learning, la transformation des responsables formation vers les responsables learning et développement. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire chez vous? Qu'est-ce que ça veut dire chez Pierre Fabre? Quels sont les impacts? Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez fait évoluer? Alors on a changé beaucoup de choses. Moi, quand j'ai eu finalement, mais tout ça, c'est un mouvement, un continuum assez logique. Moi, quand j'ai eu la chance de prendre la direction de cette équipe, je suis parti d'un constat qui est que ceux qui étaient des responsables formation à l'époque faisaient beaucoup de tâches administratives et qu'on avait déjà une ambition, c'était de faire moins d'administratif et à l'époque plus de pédagogie. Donc ça a été notre première marche. On a dit on va faire moins d'administratif, plus de pédagogie. On a travaillé ça, on a centralisé l'administratif,
par la suite, si vous en savez quelque chose, on l'a externalisé, de manière à ce que le responsable formation il soit déchargé de tout ça. Et ensuite, finalement, l'étape d'après, c'était de dire le responsable formation, il faut qu'il passe justement du métier de responsable formation à un métier de responsable compétences. Et finalement, le learning et développement, c'est rien d'autre que ça. C'est moi ce que j'attends de mon équipe sur le sujet, c'est que évidemment qu'on a une casquette formation, qu'on l'a toujours, et voilà. Mais c'est que on soit de plus en plus identifié comme étant les gens à contacter, à voir avec qui travailler pour adresser le sujet de la compétence au sens large. C'est d'autant plus important qu'on sait que le type de réponse que l'on apporte aujourd'hui, il a fortement évolué parce que tout le monde, en tout cas dans le secteur, a entendu parler du 70-20, du fait qu'on apprend finalement, on développe peu ses compétences dans des moments de formation très formels. Le gros se fait sur son poste de travail ou dans des instances d'apprentissage un peu plus informelles comme les communautés ou via le mentoring, le coaching, etc. Donc, il y a des accompagnements un peu différenciés. Mais du coup, le moment formel de la formation, lui, même s'il est utile et il est clé à certains moments, il n'est qu'une partie du développement des compétences de chacun. Et donc, nous, dans notre ambition d'aider les collaborateurs à développer leurs compétences, d'aider les managers à avoir les bonnes compétences au bon moment et au bon endroit, on se doit d'avoir une boîte à outils ou en tout cas une réponse, un éventail de réponses qui soit beaucoup plus large que seul le moment formation. Et donc, c'est parti de là, en fait. Hein, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à avoir des gens qui étaient vraiment sur la partie formation ou training, en quelque sorte, pour aller vers le learning, cette idée d'apprentissage beaucoup plus large, qui peut prendre différentes formes, qui peut se faire sous tout un tas de manières, et pour être vraiment ceux qui demain seront un peu l'aiguillon de l'entreprise pour le développement des compétences. Voilà. C'est ça notre ambition. Ok. Et donc, moi, j'ai bien envie qu'on ouvre cette boîte à outils qui doit regorger de modalités pédagogiques. Et je sais que vous avez encore récemment inauguré de nouveaux formats, des événements, formations et autres. Voilà. Aujourd'hui, et on le voit dans le mouvement du marché, hein, effectivement, on sort à la fois du tout formation, on met de plus en plus en place de pédagogie, on met on met en place des modalités pédagogiques sur le terrain, directement au plus proche des métiers. Voilà, qu'est-ce que vous faites chez Pierre Fabre pour pouvoir adresser à vos clients internes, hein, qui sont les métiers, tous les outils de la compétence? Alors, on a eu une réflexion d'abord qui était, nous, de monter un peu nous-mêmes en compétence là-dessus. Hein. Donc, ça fait quelques années qu'on travaille justement pour être au rendez-vous sur ce sujet, notamment du digital learning, de pouvoir bien maîtriser cette modalité. Donc, ça a commencé comme ça. Hein. On a commencé à dédier des personnes à ce sujet de manière à avoir l'expertise, se doter d'une plateforme et la faire connaître par tous nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, je pense que Mieline, c'est le nom de notre plateforme de formation, est une marque installée très clairement au sein du groupe et que elle n'a plus besoin de publicité. Elle est connue de tous nos collaborateurs. Ensuite, on a eu ça c'est la première chose. Et ensuite, on a vraiment voulu travailler dans une démarche, toujours dans cette démarche de montée en compétences, sur une flexibilité de nos formats. Donc, évidemment, la crise sanitaire, comme dans beaucoup d'entreprises, ça a accéléré un mouvement qui chez nous existait déjà, un mix justement, le blended, on en parle beaucoup, mais vraiment diversifier les formats, aller vers des formats plus courts à certains moments, concentrer les moments de regroupement sur de la mise en pratique, sur des moments où ça a du sens d'avoir des gens qui sont ensemble, le reste pourra se faire par d'autres modalités, et puis petit à petit proposer des formats de plus en plus différents. On propose de plus en plus d'ateliers. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu pousser dans le cadre de la transformation. On a lancé un atelier qui est animé en interne uniquement par des collaborateurs du groupe auprès de nos 10 000 collaborateurs. Donc, on est en cours de déploiement, un atelier très
très ludique, voilà, très et qu'on fait partout à tous les niveaux avec le même format. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'on n'aurait certainement pas fait avant. On aurait eu quelque chose un peu plus descendant, un peu plus formel. Là, il y a que de la mise en pratique. Il y a aucun apport, franchement, c'est que de la mise en pratique et tous les apports se font parce qu'on est en mouvement et parce qu'on est dans l'interaction. Donc ça, c'était j'ai envie de dire presque le premier pas. Et puis le deuxième, ça a été de changer un peu la manière dont on adressait nos sujets. Et donc on était, somme toute assez classique, hein, c'est-à-dire on disait est-ce que vous avez des besoins? Les gens levaient la main, le manager validait, et puis derrière on disait tiens, puisque ça a été validé, voilà une formation pour toi. Et on a eu vraiment la volonté de changer ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et donc, on propose maintenant énormément de formats qui sont très ouverts. Donc, on a lancé des dispositifs dans ce sens. On a lancé un premier dispositif qui s'appelle l'instant formation. Donc, ce sont des webinars d'1 heure très inspirationnels pour aider nos collaborateurs à appréhender une thématique, à appréhender un sujet. Donc avec des speakers que l'on veut justement dynamiques, apportant un éclairage nouveau de ce que les gens peuvent trouver au sein du groupe. Et voilà, et donc c'est un dispositif qui a tout de suite, si je peux dire, trouvé son public. Hein, voilà, ça marche très très bien. Notre dernier exemplaire là, qui date de la semaine dernière a attiré pas loin de 1000 collaborateurs. Donc voilà, donc tout ça c'est vraiment très libre. Hein, donc les gens s'inscrivent. Et ensuite on a lancé dans le même esprit un deuxième événement qui s'appelle Un mois une compétence, où pendant un mois on fait un focus sur une compétence en lien avec les enjeux stratégiques du groupe. Donc, on a adressé par ce biais-là l'innovation, la performance, tout ce qui est communication. Voilà. Donc, tous les 2 mois à peu près, on offre comme ça une série d'ateliers, de conférences, de formations plus classiques, de modules e-learning dédiés à ce thème sur un sujet. Voilà. Et donc, pareil. C'est un peu le principe du premier arrivé, premier inscrit. Hein, et donc voilà. Et là, c'est pareil. Voilà, on n'a pas beaucoup de mal à remplir nos sessions. Voilà, les collaborateurs se retrouvent là-dedans. Et enfin, dans le même ordre d'idée, on développe beaucoup de formats de digital learning parce que c'est très pratique quand on veut le faire à grande échelle. Et surtout, ça nous permet de proposer des multitudes de thèmes. Donc, on a aujourd'hui une offre qui est extrêmement riche, hein, qu'on enrichit encore, avec sur certaines thématiques des offres qui sont faites en interne, des modules qui sont vraiment créés et produits en interne. Et puis, sur tout un tas d'autres thématiques, on achète sur le marché. On fait de la curation avec un partenaire pour identifier les meilleures ressources du web. Et donc, nos collaborateurs ont accès comme ça à des milliers de ressources, ce qui nous a permis, de manière très tangible, hein, en 3 ans, de multiplier par plus de 10, par presque 15, l'utilisation de notre plateforme. Voilà, donc on est passé d'un usage qui était un usage, et pour nous c'est très révélateur, on est passé d'un usage qui était on fait des modules e-learning parce qu'ils sont obligatoires comme une industrie réglementée, il faut faire des modules e-learning, à aujourd'hui je vais sur mes lignes pour me développer. Donc c'est quelque chose qui est voilà, un changement culturel qui est en cours. Exactement. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant le x10 Pascal, parce que la question me brûle les lèvres en me disant, mais finalement, on voit actuellement qu'on est dans cette transformation veut foisonnement, mais foisonnement avec de la cohérence, parce qu'effectivement, si vous mettez à disposition des modalités, tout type de modalités, mais que les gens ne s'en saisissent pas parce qu'ils ne comprennent pas le sens et parce qu'on n'a pas donné non plus le sens, ça fonctionne pas. Et en fait, moi, la question, parce que c'est un peu la question que doivent avoir vos confrères qui sont peut-être un petit peu moins avancés, en tout cas les auditeurs, c'est quelles sont finalement les bonnes pratiques qui ont permis d'arriver à ce chiffre, qui ont permis que d'embarquer finalement les collaborateurs, parce qu'in fine, c'est pour eux qu'on le fait et c'est avec eux. Et donc, c'est quoi les quelques bonnes pratiques, ou en tout cas les facteurs clés de succès par rapport à ce type de projet?
Ouais, alors bon, en toute humilité, hein, parce que je prétends pas avoir la recette. Mais au moins chez vous, vous l'avez Ouais, fait, voilà. au moins chez Voilà, Pierre voilà. Fabre. Je trouve ça intéressant de partager au moins ça. Ouais, je prétends pas qu'on ait la recette infaillible, mais en tout cas, dans le cocktail, c'est clair qu'il y a quelques éléments. Je pense que déjà, le premier, c'est avoir envie de le faire. C'est tout bête, mais avoir envie de faire ça, de développer ça, d'aller sur ce terrain-là. Et voilà, et nous, c'est quand même ce qui nous fait vivre tous les jours. Hein. Et donc, moi, j'ai coutume de partager avec mon équipe le fait que on a la chance de travailler sur quelque chose qui est ultra positif. Donc nous, on a une finalité d'entreprise qui est positive. Améliorer la santé des gens, c'est quand même quelque chose de formidable. Et au sein même de cette entreprise qui a une mission extraordinaire, nous, on a la chance de travailler sur quelque chose qui est positif, c'est le développement des gens. Donc, on doit être animé par cette envie de toujours leur proposer de nouvelles choses. Ça, c'est le premier. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des modules, je pense quand même, qui soient des modules qui correspondent à, aux aspirations de nos collaborateurs, à ce qu'ils ont envie de trouver. Parfois, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas encore présent, mais on essaye quand même d'enrichir chaque fois notre offre. Et c'est difficile parce que on se rend compte que comme on a une diversité de métiers, on a une diversité de collaborateurs qui sont installés partout, les attentes sont pas les mêmes. Et donc, forcément, on nous demande beaucoup de choses dans tout un tas de domaines les plus variés les uns que les autres. Et donc, il faut trouver le bon dosage. C'est la même chose dans le type de modalité que l'on adresse. Même quand vous faites du digital, il y a des gens, ils vont vouloir des choses très courtes. Et puis il y a des gens qui disent, mais en 15 minutes, ça me sert à rien. Donc je veux, moi, le module, la vidéo TED que vous avez trouvé en curation de lunettes, elle m'intéresse pas. Je veux mon truc de 2 heures ou 3 heures dédié. Voilà. Et à l'inverse, on a des gens qui disent, non, mais ça, moi, c'est pas possible. Donc je veux une infographie, je veux voir mon truc en 3 minutes. Et donc il faut aussi savoir cette volonté de s'adapter. Maintenant, ça c'est de plus en plus, mais à ces différents types d'apprenants. Et nous, comme tout le monde, on a appris sur le tas. Hein. Petit à petit, on a vu, bah oui, il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas. Il y en a, tiens, ils aiment ça et d'autres, ils préfèrent ça. Bon, voilà. Et donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Et puis, peut-être que si je devais dire un élément qui marche, c'est nous, c'est ce qu'on essaie de pousser au sein du groupe, donc on se l'applique à nous, c'est le test and learn. Hein. On essaye et puis voilà, on voit si ça prend. Et si ça marche pas, on se demande pourquoi. Et si ça marche, on essaie de capitaliser dessus et de l'améliorer. Donc on fait beaucoup ça. Voilà, on a beaucoup cette logique un peu de tentative, d'expérimentation. On n'a pas peur de ça. Même au contraire, on prend beaucoup de plaisir là-dedans. Voilà, Et ça me fait plaisir que vous parliez de test and learn et d'expérimentation parce que voilà, c'est un sujet, c'est un sujet qui nous est cher aussi sur nous, comment on développe nos convictions sur l'organisation apprenante. Et on parle beaucoup de droit à l'erreur, qui est un sujet un peu compliqué en France, mais qui est en train de se débloquer. Et une organisation apprenante, c'est une organisation qui se plante parce que quand elle se plante, sur un sujet, elle apprend et elle est meilleure demain. Donc effectivement, en matière de learning, il y a beaucoup de choses à tester et c'est comme ça en fait qu'on progresse. Donc ça me fait plaisir d'entendre ça. J'ai une dernière question parce que là on vient de faire et merci pour ce témoignage. On vient de faire finalement un peu un résumé un peu de cette transformation sur les 3 dernières années et c'est vraiment très inspirant. Ça, je pense que ça donne aussi des outils. Ça permet peut-être aussi, ça va permettre aussi à certains de pouvoir soit faire passer à l'action, soit continuer ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, on s'enrichit toujours de ces échanges-là. C'est quoi la suite? Voilà, c'est quoi la suite? Quels sont vos prochains grands challenges? Alors, la suite et le présent, en fait, on sort là juste à l'instant d'un événement qui pour nous est un événement marquant, qui en fait est aussi un bon révélateur de ce changement de posture et de mindset que l'on veut porter. On sort d'un événement qu'on a appelé la Skill Week où on a eu la volonté pendant une semaine de mettre le sujet de la compétence au cœur de la vie de l'entreprise. Donc, pendant une semaine, on a eu tout un tas d'événements
qui ont été poussés auprès de nos collaborateurs de manière à ce qu'ils se rendent compte de l'importance du développement et qu'ils comprennent toutes les possibilités qu'ils ont au sein du groupe et en dehors d'ailleurs pour le faire et pour eux-mêmes voilà être véritablement acteurs de leur développement, non plus selon la formule un peu tarte à la crème mais réellement. Et du coup cette Skill Week, ben, on a eu des conférences avec des speakers internes, externes sur les compétences d'aujourd'hui, les compétences de demain. On a eu des ateliers sur comment je peux développer mes compétences. Donc on a eu à la fois des compétences, des conférences transverses. On a eu des ateliers sur nos sites, on a eu des ateliers à distance, on a eu des stands sur la plupart de nos sites. La même semaine, partout en France, sur tous nos sites et dans tous nos pays. Donc pour nous, voilà, c'était un gros événement. Voilà, on a quelques chiffres qui du coup nous font dire que c'est un succès. Hein. Voilà, on a eu énormément de participation, on a eu beaucoup de demandes, on a eu plein de questions. On avait lancé un concours, enfin un concours. On avait les gens pouvaient gagner des lots formation et développement. Voilà, et donc on a tous les gens des quatre coins du monde qui nous disent j'ai gagné, je suis content, machin, qu'est-ce que je vais avoir. Voilà, donc voilà, donc on a vu que ça a créé une très belle dynamique et auprès des collaborateurs et auprès des managers, parce qu'on avait aussi des ateliers dédiés pour les managers parce qu'ils ont un rôle clé là-dedans. Donc ça, c'était notre futur actuel, on va dire. Et puis on a quelques enjeux. Alors nos enjeux, ils sont simples en fait. Hein. Le premier, c'est de continuer à développer cette logique d'entreprise apprenante par tous les moyens. Pour moi, on est qu'au début du chemin, donc il faut vraiment qu'on continue. Le deuxième, c'est un volet sur lequel on a largement besoin de s'améliorer, qui est un volet de communication et de marketing de ce que l'on fait, parce qu'on se rend compte qu'on a une offre, nous, qui est de plus en plus riche, et en même temps, ben, cette offre de plus en plus riche, il faut qu'on améliore la manière dont on l'amène à la connaissance de nos collaborateurs. Donc, ils s'y retrouvent plus facilement, qu'ils retrouvent tous les éléments, qu'ils aillent vraiment utiliser ce qu'on leur met à disposition. Donc, ça, pour nous, c'est vraiment très important. Et puis, on a certainement l'enjeu à venir, c'est de mieux capitaliser sur les expertises internes et mieux utiliser la richesse qui est au sein de notre organisation. On sait qu'on est dans un monde où c'est très important d'être ouvert sur l'extérieur et ça, nous, on le fait de plus en plus. Voilà, c'est vraiment quelque chose dont on se sert au quotidien. Mais en même temps, on a beaucoup de richesses en interne et on sait que dans ces logiques d'apprentissage sur son poste, c'est un enjeu clé et donc développer tout ce qui est formation interne, on le fait déjà, mais encore plus, et donc développer encore plus le peer-to-peer. Comment je peux m'appuyer sur mon collègue qui est sur un autre site à 300 km du mien, mais qui maîtrise tel élément et qui est prêt à le partager. Voilà, ça c'est une des clés de demain sur lesquelles il faut absolument que l'on travaille. D'autant plus qu'on a la chance d'avoir des équipes un peu partout dans le monde. Et du coup, ça c'est aussi formidable de se dire que demain on va pouvoir capitaliser sur tel pays asiatique qui est plus en avance sur tel élément, nos amis brésiliens qui sont plus à l'aise là-dessus. Et voilà, on a un formidable terrain de jeu qui se présente à nous. Et voilà, moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au peer-to-peer, au développement de ces interactions croisées en termes de développement au sein du groupe. Ouais. C'est effectivement, je suis totalement en phase avec ce que vous dites parce que on se rend compte que finalement souvent on parle souvent de l'enjeu de l'acquisition de la connaissance et vous l'avez dit, vous avez fait beaucoup de choses. C'est un éternel recommencement, mais le fait en fait d'aller chercher la connaissance et la compétence, mais on parle moins de la transmission et notamment de la transmission interne et le fait que finalement le knowledge management quoi, hein, la gestion de la connaissance, elle est juste clé. Elle est juste clé parce qu'on a des experts métiers et vous avez des experts métiers aux quatre coins du monde, des gens qui ont parfois des expertises qui sont fines, qui sont exceptionnelles et qui un jour partiront dans d'autres boîtes, partiront à la retraite et ces gens-là, ces pépites, ben, il faut qu'ils transmettent quoi. C'est un peu comme l'ébéniste et l'apprenti quoi. On en revient à ça, sauf à l'échelle d'une boîte de 10 000 personnes quoi. Donc c'est vrai que cette richesse elle est juste incroyable et on parle pas assez, on n'en parle pas assez et c'est vrai que c'est un sujet qui est à la fois très excitant et très complexe aussi.
Ok. Donc vous n'allez pas vous ennuyer cette année encore et dans les prochaines semaines, les prochaines années, quoi. Ouais, on a des beaux chantiers, on a de l'enthousiasme, et puis bon, tout ça, pour nous, c'est clé de le faire en développant beaucoup, et c'est peut-être finalement la conclusion, hein, je pense, assez naturelle, en développant c'est à la fois cette posture d'apprentissage, et puis toutes ces compétences qu'on appelle soft ou peu importe, mais qui sont des compétences effectivement qui préparent la possibilité de s'adapter en permanence à un monde qui lui bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc cette agilité qui est absolument nécessaire. Si on n'est pas une entreprise apprenante, on pourra pas gagner en agilité. Donc voilà, c'est clé pour nous que nos collaborateurs soient très agiles pour que l'entreprise puisse l'être et s'adapter en permanence à l'évolution de notre environnement, de nos marchés, des attentes de nos patients et de nos consommateurs. Ok, mais c'est effectivement un bon mot de la fin sur l'évolution permanente que nous vivons et dans laquelle vous inscrivez. Gilles, un très grand merci, un sincère merci. C'était très intéressant, inspirant. Je pense que il y a beaucoup de choses à la fois sur la partie stratégique parce que ça part de là clairement et ça c'est très bien qu'on ait pris ce temps de parler de stratégie, mais aussi une déclinaison très opérationnelle et pragmatique. Voilà, et j'espère et je pense que ça va nourrir un certain nombre de personnes. En tout cas, moi, ça m'a pas mal nourri et je pense que chez nous, les collaborateurs qui sont nos premiers auditeurs, ça va également les nourrir. Merci beaucoup, Gilles, et à bientôt. Et on aura l'occasion peut-être dans quelques mois, quelques années, de faire un petit point d'étape sur ce sujet. Merci Cyril, à bientôt. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode ? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.